Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir d'être accompagné de Marjorie, qui une fois de plus va être passée au crible de mes questions sur la thématique du jour. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Après avoir détaillé dans notre épisode précédent le budget pour partir au Japon en 2023, ou en tout cas à partir de 2023, aujourd'hui on va s'attarder sur un poste de dépense qui est important, ce sera le voyage en avion. Donc prendre son avion, comment se repérer dans les aéroports, etc. Pensais peut-être pas avoir autant de choses à dire au début en préparant ce podcast. Et je crois que tu as été surprise par le sujet que tu connais déjà bien. Mais Oui, finalement l'avion ça regroupe pas mal de choses et donc on va avoir plusieurs choses à aborder, que ce soit dans l'avion, à l'aéroport. Et des petites anecdotes de voyage. Exactement, puis le contexte aussi, par exemple. Donc là, pour le point de vue géographique, le Japon va être distant de un peu moins de 10 000 km par rapport à notre vieux continent. L'archipel, on le rejoint en une douzaine d'heures. Et en termes de contexte politique, on va dire, et international, depuis la guerre en Ukraine et la réouverture de frontières en post-Covid en 2022, eh bien, ça va être 2 heures de plus en moyenne pour le trajet. Donc, on va dire une quinzaine d'heures. Oui, entre 13h30 et 15h de vol en moyenne maintenant, en fonction des vents, et parce qu'on ne survole plus l'espace aérien russe entre l'Europe et l'Asie. Et donc ça prend plus de temps, mais ça prend également un peu plus de sous-sous dans le budget. Oui, ça va ensemble. Et l'avion, par contre, ça reste évidemment le meilleur transport pour s'y rendre de manière rapide et pratique. Et on ne conseillera pas le bateau. Le bateau, c'est plus long. Non, on ne conseillera pas le bateau. L'avion, ça reste le moyen le plus facile, le plus pratique pour aller faire du tourisme au Japon quand on voyage donc depuis l'Europe ou depuis les États-Unis ou le continent américain, enfin depuis l'Occident en général. Et faut compter, avant on comptait une douzaine d'heures de vol en vol direct depuis l'Europe et aujourd'hui il faut compter 2 heures de plus pour les raisons que tu viens de citer précédemment. Et la majorité des voyageurs qui partent depuis l'Europe vont arriver par 3 portes d'entrée possibles. Ce sera Narita et Haneda autour de Tokyo, voire même dans Tokyo. Donc Narita à l'est et Haneda au sud de la capitale. Et on a également Kix, un aéroport très pratique au niveau du Kansai. Donc c'est la porte d'entrée de cette région et du sud également, on en reparlera, qui se trouve à Osaka, sur l'île artificielle. C'est ça, dans la baie d'Osaka. Et on en parlera très peu, mais en fait, il ne faut pas oublier également que depuis le Japon, en tout cas, on peut prendre les vols domestiques pour visiter des zones plus éloignées géographiquement, comme Hokkaido au nord. Oui. Donc voilà, c'est des destinations, enfin des liaisons aériennes qui fonctionnent très bien, qui sont une bonne alternative au Shinkansen. Oui. Pour les abonnés à la newsletter de Kanpai ou les lecteurs assidus de Kanpai, eh bien, il y a déjà quelques articles qui sont sortis il y a quelques temps, dont un très récemment, dont on reparlera. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus, Marjorie ? Oui, l'avion, c'est une thématique qu'on traite déjà depuis très longtemps sur Kanpai. Donc, on a une rubrique qui est dédiée à ça, qui s'appelle « Avions et aéroports au Japon ». Et donc, à l'intérieur de cette rubrique, on a aussi bien des fiches de voyage relatifs à l'avion. Donc, ça sera majoritairement nos fiches aéroports. Et puis aussi, beaucoup d'articles qui sont classés donc par date de publication. Et donc, le plus récent qu'on a publié, c'est sur le prix délirant des vols au Japon post-Covid. Et qu'on va reprendre un peu dans notre podcast aujourd'hui, parce qu'il est toujours d'actualité. Et ça fait plaisir. Oui, ça dépend. Donc au sommaire pour notre émission, c'est découpé en 3 étapes. Donc la première, on va évidemment parler de comment acheter son billet pour le Japon, cette façon d'acter le fait qu'on part vraiment, qu'on a fixé ses dates, etc. On abordera également le fait d'appréhender son arrivée au Japon, donc selon les différents aéroports qu'on a cités précédemment. Oui. Et enfin, on terminera sur les petites anecdotes de voyage, les choses utiles les choses auxquelles il faut penser en fait quand on part en avion. Voilà, les dernières choses pratiques qu'on remonte depuis tous les gens de notre équipe qui sont allés au Japon ces derniers temps. Et les petits conseils qu'on rappelle, qui sont toujours utiles et bien pratiques à l'arrivée des vacances d'été et des prochains touristes qui vont partir. Tout ça pour un voyage un peu plus confortable, quoi. Exactement, parce qu'il sera plus long. Et pour commencer donc avec cette première partie, acheter son billet d'avion pour le Japon, tout simplement, ça va nous permettre de fixer nos dates de voyage à la période de départ, avec sans doute qui on part, combien de personnes, etc. Et même mentalement, déjà, ça fait plaisir de savoir que c'est bon, c'est fait, c'est acheté, et donc il n'y a plus qu'à préparer le reste. Et pour petit rappel, dans notre émission sur le budget, on avait bien évoqué qu'il y avait 70% des dépenses qui se faisaient avant même d'avoir les pieds sur le territoire nippon.
Et dans ces 70%, en fait, l'avion, évidemment, va prendre une grande part, notamment post-Covid et selon les saisons, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans une autre émission. Tout ça, c'est vraiment à prendre en compte pour ces frais qui peuvent être importants, quoi. Oui, voilà, l'achat du billet d'avion, c'est donc la première étape que l'on fait quand on part pour un voyage au Japon. C'est ce qu'on fait avant tout le reste, c'est ce qui va déterminer nos dates de voyage, avec qui on part, comme tu viens de le dire, etc. Donc c'est très engageant et d'un point de vue organisation et aussi très engageant d'un point de vue budget parce qu'on va dépenser une certaine somme en général au moins d'1 millier d'euros. C'est le sujet dont on va parler dans pas longtemps, puisque les vols sont plus chers, c'est même pas en règle générale, c'est que en fait, ils sont quasiment tout le temps plus chers désormais, pour des contextes qu'on a déjà évoqués dans d'autres émissions, avec le prix des vols qui va avoir explosé avec la guerre en Ukraine, le retour post-Covid, donc avec les compagnies aériennes qui vont essayer de remettre aussi de l'argent dans les caisses, et l'inflation aussi du kérosène. Oui, donc comme ce qu'on avait déjà dit dans le podcast précédent sur le budget, en 2023, il faut compter un peu plus de 1 000 euros au minimum plus de 1 000 euros pour un vol aller-retour depuis l'Europe jusqu'au Japon. Donc que ce soit en vol avec escale et en vol direct, ça sera encore un peu plus cher. On compte 500 euros d'écart entre un vol direct et un vol avec escale. Et là, pour la prochaine très haute saison d'avril 2024, les prix à l'heure actuelle, donc au début du mois de juillet, sont déjà autour de 1 500 euros. Donc pour avril 2024. Donc voilà, c'est un petit rappel des prix qu'on avait déjà donnés la fois précédente. Ça reste un budget assez conséquent qui ne va pas pour le moment baisser puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Il n'y a pas eu encore toutes les rotations de vols qui ont repris comme en 2019 et pourtant les touristes sont là et ils veulent aller au Japon. Donc il n'y a aucune raison que les prix baissent ces prochains mois ou en tout cas en 2024. Et les belles surprises sont devenues rares en fait. On en reparlera tout à l'heure, mais par exemple acheter ses billets en dernière minute, c'est quelque chose que l'on ne va pas forcément conseiller. Oui, je ne suis pas sûre que vous trouverez des places en dernière minute aujourd'hui. Pareil, tout ce qui est phase de promotion auprès des compagnies aériennes, pour le moment, c'est pas du tout quelque chose qui va être envisagé parce que les compagnies aériennes n'ont pas besoin de faire des campagnes promotionnelles. Elles remplissent leurs avions très très bien à l'heure actuelle. Pour les longs courriers en vol commercial, on a généralement le choix entre 3 grandes catégories. Est-ce que tu pourrais nous remettre un peu plus de définition sur ces termes ? Comme ça, on va partir de là déjà pour commencer. Oui, voilà. Donc là, c'était la première approche sur l'enveloppe budgétaire. Donc à partir de plus de 1 000 euros le vol aller-retour. Et ensuite, le prix va varier suivant la catégorie de siège qu'on va choisir à bord. Donc pour rappel, on a 3 grands choix de sièges. Donc la classe économique que tout le monde connaît quand on a pris l'avion au moins une fois, c'est la plus abordable et celle que l'on prend en priorité. Donc c'est celle qui correspond à plus de 1 000 euros pour un vol aller-retour entre l'Europe et le Japon. Ensuite, on peut avoir la Premium Economy, donc c'est une classe intermédiaire qui offre un siège qui est un peu plus large que celui de la classe Eco et avec des rangées sur le côté qui sont composées que de 2 sièges uniquement quand dans la classe économique on en a 3. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la Premium Economy, elle est autour du double de la classe Eco. Alors qu'avant le Covid, c'était pas totalement le cas. On pouvait rajouter un supplément. On était à 1,5 fois environ le prix de la classe économique et aujourd'hui, on est autour du double. Et la dernière classe qu'on va pouvoir peut-être aborder, si on a un budget assez conséquent, ça va être la business class, donc qui est dotée, elle, de sièges individuels qui vont se transformer en lit. Donc on est vraiment sur un confort vraiment intéressant. Elle est onéreuse par rapport à la classe éco, puisqu'on compte aujourd'hui que ça représente le quadruple du prix de la classe économique. Donc c'est vraiment un budget très conséquent. Et en général, c'est à destination des professionnels qui sont des voyageurs solos qui vont être amenés à voyager sur le sol japonais pour le travail, ou alors à des personnes aussi qui vont faire du tourisme et qui ont un budget aujourd'hui très confortable pour voyager en business class. Et puis on peut citer la dernière classe qui est assez exceptionnelle, qu'on appelle donc la première classe ou la first class en anglais, et qui elle est réservée à une certaine élite avec une passerelle d'embarquement privé, et on n'abordera pas forcément le prix ici dans ce podcast, je ne pense pas que ça concerne une grande partie de nos auditeurs, mais elle existe, il faut savoir, il y a quelques sièges à l'avant de l'avion qui sont consacrés à la first class. Voilà, nous n'avons pas les informations de ce type de budgétaire, non. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment l'avion c'est le meilleur moyen de transport
tout cas pratique pour aller au Japon. Par contre, l'expérience est nettement dégradée, ça on en avait déjà un peu parlé, que ce soit en termes de temps de vol, de prix des billets, pour toutes les raisons que l'on connaît. Et dans ce contexte, on va essayer quand même d'aborder quelques conseils pour réserver au mieux, en tout cas se retrouver avec un billet avec un bon rapport qualité-prix. Oui. Donc je te laisse commencer là-dessus sur les petits tips. Oui, donc on a 6 conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui qui fonctionnent, donc qui sont des conseils qu'on connaît et des nouveaux conseils pour cette année. Alors d'abord, vérifiez, ne vous fixez pas sur une date de séjour très précis et vérifiez quelques jours avant et quelques jours après quand vous allez commander votre billet d'avion pour voir s'il y a des petites différences de prix. Bien évidemment, on essaye d'éviter les week-ends et les départs de vacances scolaires, ainsi que les périodes les plus demandées comme le début du printemps pour ceux qui veulent avoir un prix du billet un peu moins onéreux. Et on peut donc viser les saisons basses, notamment en hiver, c'est là où on trouvera le meilleur prix pour un vol vers le Japon. Sachant qu'on a un peu parlé déjà, mais il y a plusieurs saisons hautes au Japon aussi, donc à bien regarder, c'est pas qu'une histoire d'été ou d'hiver, notamment avec les congés. Voilà, ça dépend des vacances scolaires depuis le pays où l'on part et puis des vacances aussi nationales au Japon. Donc l'été, il y a aussi beaucoup de monde qui voyage, que ce soit côté Japon ou côté Europe. Ensuite, un conseil qui est nouveau cette année, c'est de perdre l'habitude de viser les vols multidestinations. Donc ce qu'on faisait souvent de notre point de vue français quand on faisait Paris-Tokyo et Osaka-Paris. Comme ça, on arrivait à Tokyo, on descendait le long de la Golden Route et on repartait de l'aéroport d'Osaka. Aujourd'hui, avant, c'était des billets qui étaient économiques et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même l'inverse. On est sur des billets qui sont parmi les plus chers. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et pour le troisième, du coup, moi, je vais rebondir avec le fait d'éviter la dernière minute. Aujourd'hui, les billets, on peut les acheter quasiment 1 an à l'avance, sachant que tu avais déjà testé, donc tout à l'heure, tu nous disais que c'était à peu près 1500 € oui, pour un an à l'avance. Pour avril 2024, pour la très haute saison, la prochaine très haute saison. Et donc, il n'y a plus vraiment de sens d'attendre la dernière minute, puisque les tarifs ne vont pas évoluer plus que ça, quoi. Et sachant qu'il n'y aura pas de tout ce qui est instant promotionnel, etc. Alors, on ne dit pas que ça n'arrive pas, mais si vous comptez là-dessus, je pense que les chances seront très faibles, on va dire ça comme ça. Ouais. Autre conseil aussi, c'était évidemment si vous voulez réduire le coût du billet, plus vous aurez d'escales dans votre vol, plus vous gagnerez en termes de coût à la fin, mais vous allez rallonger votre temps de trajet. Donc plus le trajet sera long avec des escales, moins le billet sera cher, mais vous perdez aussi en temps de trajet. Peut-être conseiller du coup sur les séjours longs au Japon de plus de 2 voire 3 semaines pour ce multi-escale peut-être, non ? Oui, voilà, prévoir, des fois vous pouvez prévoir jusqu'à 2 jours de voyage depuis votre pays de départ jusqu'au Japon, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui et des fois prévoir large ça permet aussi d'accepter les aléas du voyage et d'arriver à bon port à un moment donné. En 5e astuce, ou en tout cas conseil que l'on pourrait vous donner pour acheter vos billets, c'est de vérifier les options en amont, puisque les compagnies de long courrier commencent à faire de plus en plus comme les compagnies low cost court courrier, c'est-à-dire ne pas proposer toutes les options de bagages que l'on avait l'habitude d'avoir pour faciliter le voyage, notamment le bagage en soute, il n'est pas forcément compris dans le prix d'appel, donc à bien vérifier toutes les options à cocher, décocher, etc., puisque ça a des options qui vont être souvent payantes et qui peuvent rajouter nettement au budget global de votre billet d'avion. Oui, de même que la réservation de sièges dans l'appareil. Avant, dans les vols long courrier, c'était compris dans le prix de base et aujourd'hui, ça peut être une option payante également. Donc bien faire attention aux petites astérix et aux choses auxquelles vous avez droit avec le prix qui est affiché. Alors, dernier conseil, pour acheter son billet d'avion au meilleur prix, ça va être tout ce qui concerne les métamoteurs et les comparateurs de vol de type Skyscanner. Ces sites permettent d'avoir, quand on est en train de faire sa recherche, une vue globale sur les prix que proposent les différentes compagnies aériennes pour le trajet que l'on souhaite faire. Ensuite, en ce qui concerne la réservation, on recommande maintenant de plutôt réserver sur le site de la compagnie aérienne que l'on a choisi directement sans passer donc par cet intermédiaire-là, parce que s'il y a des changements de vol pour tout ce qui est gestion des options et baisser au niveau des montants des commissions, il sera plus simple de passer par la compagnie directement.
que de repasser par un comparateur de vol ou un autre métamoteur. Ça, c'est un conseil qui n'était pas forcément d'actualité il y a encore 3 ans. Et maintenant, on va vous faire, comme au collège, un petit exposé sur les différents aéroports, en tout cas les 3 portes d'entrée dont on a parlé en introduction. Aéroport par aéroport, avec un peu d'historique et aussi vous expliquer un peu l'équipement que vous pourrez retrouver là-bas, puisque pour les 3, ils vont être assez différents et arriver à tel ou tel aéroport n'a pas le même sens lors de votre voyage. Et donc, petit A, on commence par l'aéroport de Narita. Donc on commence par l'aéroport de Narita, qui est le plus grand aéroport du Japon. Il est situé donc à 65 km à l'est de Tokyo, dans la préfecture de Chiba. Il a été donc inauguré en mai 1978 pour répondre à l'époque à l'attractivité japonaise montante et donc au développement du tourisme sur le sol japonais. Il comprend aujourd'hui 3 terminaux, dont le terminal 1 qui est réservé aux vols internationaux. Au niveau des agrandissements, il y a une 3e piste qui est actuellement à l'étude pour une inauguration souhaitée en 2030. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc la plupart des touristes étrangers qui arrivent au Japon ont au moins atterri une fois à Narita. C'est au moins l'aéroport qu'on a déjà fait. Comme c'est un très grand aéroport, il est très bien équipé sur tout ce qui est boutique, duty free, donc les boutiques hors taxes, tout ce qui est restaurant et notamment de cuisine japonaise quand on arrive ou quand on repart. Surtout et aussi les services pratiques liés au transport. Donc il y a des comptoirs pour activer son JR Pass, pour louer une voiture, pour retirer son pocket Wi-Fi pour avoir accès à Internet une fois sur place. Et puis tout ce qui est consigne à bagages, échange de monnaie si on n'a pas eu le temps de le faire chez soi. Et donc ça fait aussi écho à ce que l'on disait sur la préparation en amont de son voyage, notamment du budget, où on va devoir acheter ses JR Pass en avance sur des entreprises françaises, également Pocket Wi-Fi, etc. Des services qui en fait vont être accessibles dès l'entrée sur le territoire nippon. Eh bien, on va pouvoir les activer ou les récupérer. Par exemple, le Pocket Wi-Fi récupéré dès l'entrée, comme ça vous pouvez avoir Internet dès la sortie de l'aéroport. Exactement. Le point négatif de cet aéroport, c'est son éloignement géographique du centre-ville, puisque de Tokyo, il faut compter donc 65 km. Du coup, pour rallier en fait la ligne circulaire Yamanote, donc qui fait le tour du centre de Tokyo, il faut compter une bonne heure en train ou en bus. Les gares qui sont situées au nord-est de la ligne Yamanote sont les plus proches. Donc par exemple les gares comme Nippori et Ueno, et elles sont desservies par le train qui s'appelle Keisei Skyliner, qui est le train en fait le plus rapide pour rejoindre l'aéroport de Narita depuis Tokyo. Ensuite, ceux qui sont détenteurs de JR Pass, ils peuvent monter dans le train Narita Express, donc qui s'appelle aussi le NEX, et qui lui en fait va arriver par l'est de Tokyo et va ensuite continuer son trajet en passant par le sud, donc notamment la gare de Shinagawa, et puis remonter par l'ouest vers Shinjuku et Shibuya. Donc ce train il est rapide, enfin il est direct, il est rapide, mais il sera un peu plus long que le Keisei Skyliner, parce qu'il va un peu plus loin. Toutes ces informations que je vous donne là, elles sont détaillées dans un article que vous pouvez retrouver sur Kanpai qui s'appelle « Comment rallier les gares de Tokyo depuis l'aéroport de Narita ». On y met aussi les derniers tarifs en vigueur depuis cette année et le retour des touristes. Donc, si vous n'avez pas pris de notes pendant le podcast, eh bien, vous pouvez retourner sur « Comment rallier les gares de Tokyo depuis l'aéroport de Narita ». Oui, et globalement, on a ce type d'article pour chaque aéroport qu'on va présenter ensuite après, donc Haneda et Kix. Donc sur les fiches, il y a donc le train, il y a le bus, il y a le taxi aussi, les coûts moyens, etc. Voilà, il y a les divers moyens pour y aller. Là, je vous ai donné le plus pratique, le plus rapide, celui que les gens utilisent le plus. Avec l'aéroport de Narita, vu que l'on est à peu près 65 km de la capitale, est-ce que ce ne serait pas aussi un bon point de chute pour faire quelques visites ou en tout cas ne pas arriver à Tokyo tout de suite ? Oui, alors pour tous ceux qui vont rester quelque temps à l'aéroport, soit ils sont en transit, soit ils ont du temps à passer autour de l'aéroport, il y a des choses à faire qui ne sont pas du tourisme à Tokyo, mais qui sont tout aussi intéressantes. Donc déjà, la petite ville de Narita, qui est juste à côté de l'aéroport, est en fait une ancienne ville, une ancienne cité historique. Et de la descente de la gare, on peut trouver une avenue marchande traditionnelle, donc Omotesando, avec plein de restaurants de cuisine traditionnelle japonaise et notamment des restaurants d'anguilles grillées unagi, c'est la spécialité locale.
Et cette avenue, elle mène jusqu'au grand temple bouddhiste Narita-san, qui est magnifique avec des couleurs flamboyantes, et il a un parc en fait de verre qui est juste derrière. Donc ça peut être une petite sortie à faire pour tous les voyageurs en transit qui auraient plusieurs heures à passer autour de Narita. Et dans la préfecture de Chiba, non loin, on trouve également aussi Sawara, qui est un quartier historique au bord d'un canal, et qui rappelle en fait l'atmosphère de la capitale à l'époque d'Edo. Donc on la surnomme aussi la petite Edo sur l'eau, donc Koedo sur l'eau. Donc ça, ce sont deux destinations qui sont faciles à faire depuis l'aéroport, où il y a des trains directs qui emmènent aux gares de Narita et à la gare et en bus jusqu'à la ville de Katori pour Sawara. Donc en résumé, pour Narita, c'est un aéroport qui est plus loin, même si c'est le plus grand aéroport du Japon, mais c'est vrai qu'on peut un peu séjourner, ou en tout cas zoner autour, ou commencer ses visites autour de cet aéroport. Oui, c'est l'avantage de son éloignement géographique. On va pouvoir passer au second aéroport de Tokyo, en tout cas aéroport principal, l'aéroport de Haneda. Donc lui, il est situé sur une terre avancée à l'entrée de la baie de Tokyo, donc il est au sud du centre-ville, carrément dans la ville, il fait partie de la ville. Oui. Haneda est à l'aéroport historique de la capitale, puisqu'il a ouvert dès 1931. Il est rattaché à l'arrondissement de Ota, et c'est l'aéroport le plus proche du centre de Tokyo, donc à peine, on va dire, 30 km au sud-ouest. L'aéroport est accessible en 15 à 20 minutes seulement en monorail depuis la gare de Hamamatsucho sur la Yamanote, donc compatible évidemment avec le JR Pass. Oui. Donc l'aéroport de Haneda étant l'aéroport historique de Tokyo, il est à la base très fréquenté pour les vols domestiques. C'est comme ça qu'il a développé en fait son activité. Et donc il y a les deux compagnies nationales JAL et ANA qui opèrent beaucoup via cet aéroport, et elles ont des terminaux qui sont dédiés à ces deux compagnies-là. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'aéroport attire en fait des compagnies aériennes internationales, puisque la proximité du centre-ville est très intéressant, et en fait l'aéroport ne cesse de grandir au fur et à mesure. Et le terminal international, qui aujourd'hui s'appelle le terminal 3, a été inauguré en 2010 et a grandi ensuite en 2014. Il continue son développement, parce que dans le futur, on aura une 5e piste qui va être envisagée. Il y en a une 4e qui a été inaugurée il y a pas longtemps. Il y en a déjà une 5e qui est envisagée. Et une nouvelle gare dans l'aéroport est en construction à l'heure actuelle. Elle a débuté au mois de juin 2023. En fait, ce sera une nouvelle gare qui va relier Haneda aux gares de Tokyo et Shinjuku directement en moins de 20 minutes. Donc là, on va être encore plus rapide que le monorail. Alors, ces travaux-là, ils devraient être terminés en mars 2032. Donc on a encore un peu de temps, mais il faut savoir que cet aéroport continue vraiment son développement, et à terme, il sera la première vraiment porte d'entrée des touristes internationaux pour Tokyo. Sachant que l'aéroport de Narita, comme il est un peu loin, il se concentre maintenant vraiment sur le fret. Et l'aéroport de Haneda est aujourd'hui celui qui est le plus fréquenté du Japon en termes de nombre de passagers. Alors, avec les vols domestiques, évidemment, vu qu'il en opère beaucoup, mais les vols internationaux augmentent aussi en termes de fréquence chaque année. Et au classement Skytrax de 2023, il fait partie des meilleurs aéroports du monde, puisqu'il est dans le top 3 avec la 3e place. Oui. Narita, quant à lui, arrive en 9e position. Et nous, Charles de Gaulle, est en 5e position. Voilà, pour information. Ça engage également Haneda et Narita de très bons aéroports, et en plus à la japonaise, où c'est assez facile de circuler à l'intérieur. Oui, voilà. Globalement, les aéroports japonais, ils sont assez bons en termes de service. Il n'y a pas de perte de bagages, ou très peu, et on est sur des aéroports bien sécurisés, qui fonctionnent, et qui nous permet d'arriver sur le sol l'esprit serein. Et pour terminer sur la présentation de ces 3 aéroports, on va échanger sur l'aéroport plus au sud, la porte d'entrée du Kansai, de son code IATA KIX, qui va nous permettre d'arriver sur Osaka et Kyoto, et plus largement sur le sud-ouest du Japon, Kyushu par exemple. Dressé depuis 1994 sur une île artificielle de la baie d'Osaka, il se situe à une petite 50aine de kilomètres au sud de la capitale économique régionale. Et Namba, le populaire quartier sud du centre d'Osaka, est donc la destination touristique la plus proche de l'aéroport.
L'aéroport du Kansai est le plus petit par rapport à ses confrères tokyoïtes, que ce soit en termes de taille, en termes de terminaux, de fréquentation et en termes de services également et d'équipement, on va y revenir. Donc il s'agit d'un aéroport de province à la portée internationale. C'est également de là où vont partir des compagnies low cost également pour les vols domestiques, un peu comme pour Haneda. Oui, en fait l'aéroport du Kansai, c'est un aéroport qui est pratique quand on veut s'éviter une escale domestique à Tokyo, quand on arrive de l'Europe et qu'on veut visiter l'ouest du Japon. Donc on peut arriver directement par KIX. Pour information, Air France assure jusqu'à 4 fois par semaine des rotations en vol direct entre Paris et KIX. Donc c'est un aéroport qui fonctionne bien. Après, il faut pas oublier que c'est un aéroport de province et donc en termes de taille et de services à apporter, il sera toujours un peu plus petit que les 2 aéroports tokyoïtes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le terminal 1, qui est le terminal principal que les voyageurs vont emprunter, que ce soit à l'arrivée ou au départ de vol, il connaît d'importants travaux de rénovation parce que Osaka va accueillir en 2025 la prochaine exposition universelle. Et donc, dans cette lignée-là et après le Covid, l'aéroport souhaite en fait gagner en popularité et en nombre de passagers et donc ils mettent en ce moment en place beaucoup de travaux. Donc à titre informatif, KIX vise les 44 millions de passagers par an. Aujourd'hui, c'est un aéroport qui a la capacité, on va dire, à peu près de l'aéroport de Orly en France, donc à Paris. Et ils veulent en fait augmenter le nombre de fréquentations annuelles. Et pour une anecdote par rapport à KIX, c'est un aéroport dont la concession a été cédée en partie à Vinci Airport, donc qui va le gérer à 40% pour une durée de 60 ans. Voilà. Oui, depuis quelques années, en fait, l'aéroport de KIX est géré en partie donc par Vinci Airport. Donc, c'est la filiale aéroportuaire de Vinci, donc notre entreprise française. Et elle le gère pour une concession de 60 ans et elle gère en même temps, il y a les 2 autres aéroports qui sont dans la baie d'Osaka, pour information. Donc, c'est les aéroports de Kobe et d'Itami, qui est l'aéroport historique d'Osaka, juste au nord. Mais ces 2 aéroports-là ne font que des vols domestiques et n'opèrent pas de vols internationaux. Pour revenir à l'aéroport de KIX, quand on veut rallier donc Osaka ou Kyoto, en général, on va le faire par le train. Il y a 2 trains qui permettent de bien desservir cet aéroport. Donc, le premier, c'est le train rapide de la compagnie Nankai, donc qui est une compagnie locale de la région du Kansai. Et c'est un train qui permet de rallier Osaka en 35 minutes donc pour Namba. Et ensuite, après, avec la Loop Line, on peut rejoindre le nord d'Osaka à Umeda. Sinon, l'autre train que l'on peut utiliser pour rejoindre directement la gare de Kyoto, c'est le train de la compagnie JR, donc c'est le Haruka Express, qui rejoint en 1h15 la ville de Kyoto et qui est compatible avec le JR Pass pour ceux qui l'auront activé. De même que pour l'aéroport de Narita précédemment, on a un article qui s'appelle « Comment rejoindre Kyoto et Osaka depuis l'aéroport du Kansai » qui va détailler les principaux trajets possibles. Donc là, je vous ai donné par le train, mais on a aussi le bus, le taxi, si vous voulez avoir un ordre de prix de ce que ça peut donner, etc. Donc je vous invite à rejoindre cet article-là pour tous ceux qui vont arriver ou repartir depuis l'aéroport du Kansai. Et donc, par rapport à KIX, on peut résumer la chose telle que suit, avec le fait que c'est un aéroport qui est pratique, mais c'est un aéroport de province, notamment pour les personnes qui se destinent à faire plutôt des visites ou séjourner sur le Kansai ou le sud-ouest du Japon. Voilà, si on ne veut pas passer par la capitale Tokyo, c'est un très bon aéroport. Pour terminer sur les aéroports japonais, 2 petites dernières choses à savoir. Donc, on trouve en général dans les aéroports japonais des distributeurs gashapon, donc les fameuses machines pour jouer en capsule, qui sont en fait mis là pour que les voyageurs puissent utiliser leur monnaie restante avant de décoller. Donc pour tous ceux qui auront quelques yens en pièces à dépenser, ils pourront les dépenser dans des gashapon avant de repartir chez eux.
Et tous les aéroports sont dotés aussi d'hôtels sur place pour tous ceux qui veulent passer une nuit de transit directement à l'aéroport. Donc on a des hôtels standards de type 3 ou 4 étoiles et on a aussi des hôtels de type capsule hôtel. Il y en a en général au moins un dans chaque aéroport que nous vous avons cité précédemment. Donc pour tous ceux qui veulent une petite expérience japonaise pour dormir dans une capsule, les aéroports sont de bonnes destinations. Oui, voilà, en plus, ils vont être un peu plus haut de gamme que ce que l'on peut trouver un peu ailleurs, il me semble. Oui, ce sont des hôtels capsules adaptés aux voyageurs internationaux. Donc avec de la place pour les valises, etc., même si on en reparlera des valises dans peu de temps. Et enfin, pour terminer sur ces aéroports, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine reprise post-Covid, c'est-à-dire que même si on a l'impression que le Covid est derrière nous, les conséquences Covid ne le sont pas, notamment par exemple avec moins de boutiques ouvertes, des enseignes qui ont pu fermer ou des horaires qui sont différentes, avec moins d'employés sur certains services, certains secteurs d'aéroport. Donc tout ça, il va falloir en prendre compte aussi. Ne soyez pas surpris si vous voyez des choses qui ne sont pas accessibles alors qu'elles pourraient l'être en temps normal. Oui, voilà, les horaires en général ont été réduits. Donc en journée, vous allez trouver le maximum de boutiques et de restaurants ouverts ou de corners pour s'alimenter. Ça ne sera pas forcément le cas pour les personnes qui vont atterrir très tôt le matin ou alors tard le soir. Il se peut que vous trouviez parfois les allées un peu plus désertes. Ça, c'est quelque chose qui va être comblé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le personnel sera remis sur le terrain et que les rotations de vol auront retrouvé un niveau d'avant Covid. La dernière partie du podcast, elle va concerner nos conseils qui sont récents, donc les personnes de l'équipe qui sont parties il n'y a pas longtemps au Japon, des petits conseils pour justement avoir un trajet plus confort et d'actualité également. Oui, voilà, c'est tout un ensemble de petits conseils en vrac qu'on va vous donner, mais qui vont être bien utiles pour tous ceux qui partent très prochainement en voyage. Donc on peut commencer déjà sur les bagages. La répartition des bagages avec un vol en avion, on la recommande de façon habituelle, c'est-à-dire d'avoir une valise en soute, plutôt de moyenne taille, parce que il faut savoir que dans les hébergements, et ça on en reparlera au podcast prochain, les hébergements, les tailles des chambres sont en général un peu plus petites que chez nous en Europe, et du coup si vous arrivez avec une trop grosse valise, vous risquez peut-être de ne pas pouvoir l'ouvrir. Et on sait que parmi vous, il y a des gens qui voyagent avec de très grandes valises. Voilà, donc plutôt choisir une moyenne valise en soute et bien évidemment ne pas la remplir à l'aller, parce qu'il y a garder de la place pour tout ce qui est souvenirs pour le retour. D'avoir donc une valise cabine que l'on prend avec soi. Et dans la valise cabine, aujourd'hui, avec tous les aléas qu'on peut rencontrer dans un vol en avion, donc des retards, des pertes de bagages, des escales qui prennent plus de temps que prévu, on recommande vraiment de prévoir 2 à 3 jours de vêtements si jamais vous n'avez pas vos bagages en soute qui arrivent en même temps que vous à l'aéroport. De prévoir aussi quelques biscuits secs ou des barres de céréales, les choses qui passent au niveau des douanes et de la quarantaine, pour avoir de quoi manger si effectivement vous arrivez dans un aéroport et que tout est fermé. Parce que ce qu'on vous a dit sur les aéroports japonais, ça vaut aussi pour les autres aéroports en Europe ou ceux où vous ferez escale au cours de votre voyage. Tout n'est pas revenu à un niveau d'avant Covid. Donc dans sa valise cabine, on prévoit de quoi tenir 2-3 jours avec cette valise. De même, quand vous serez une fois sur place en voyage au Japon, si vous utilisez les services de transport de bagages, donc le fameux takyobin, et que votre bagage met 24 heures pour arriver, eh bien votre valise cabine, vous la prenez avec vous dans le train et vous y mettez également 2-3 jours de vêtements pour faire le lien avec votre grosse valise. Pour revenir à l'avion, on peut prévoir une valise cabine avec soi et un sac à main, ça passe. Donc assez petit, mais qui permet de mettre ses papiers, ses passeports, son téléphone. Donc une grande pochette ou un petit sac à main, en plus de la valise cabine, ça vous permet d'avoir toutes vos affaires essentielles pour voyager. Et l'intérêt de s'y prendre ainsi, c'est de ventiler en fait ses valises, ses vêtements, etc. afin d'être paré à toute éventualité, puisque récemment, justement, dans les départs de l'équipe, il y a eu ce fameux retard
Donc quand on n'a pas prévu en amont quelques vêtements de rechange, etc. dans sa valise, ou en tout cas dans son sac à dos, sa valise cabine, eh bien à l'arrivée, le temps que la valise arrive, il se trouve qu'on ne peut pas trop se changer. Non, voilà, c'est des petites choses qui, voilà, aujourd'hui, il faut parer toute éventualité, comme tu viens de le dire, Charlie. Ensuite, ce qu'on peut dire dans la valise en soute, c'est que il ne faut pas prendre autant de vêtements que la durée totale de son séjour, bien évidemment. Il faut en prendre moins puisque sur place, on peut les laver. Donc, on a un article sur Kanpai sur comment laver son linge. Et pour rappel, en fait, au Japon, on peut laver soit en laverie automatique, donc il y en a dans les villes, soit avec les machines à laver qui sont disponibles dans le logement. La chose à savoir, c'est que le Japon lave en général, enfin les machines à laver japonaises lavent à froid. Et donc, si vous n'êtes pas totalement sûr de l'efficacité de la lessive japonaise, ce qui peut être le cas, elle n'est pas forcément efficace, vous pouvez emmener avec vous quelques dosettes de lessive que vous aurez choisies et qui pourront être un peu plus efficaces ou que vous apprécierez plus pour mettre dans la machine à laver au Japon. Sinon, vous pouvez laver à la main dans les salles de bain japonaises, puisque la climatisation qui est utilisée dans les logements, elle sert aussi de soufflerie dans les salles de bain et donc vous faites sécher votre linge pareil. Et ultime recours, si on ne peut pas laver à l'eau, on peut toujours utiliser les désodorisants textiles qui sont fournis dans les hôtels au Japon, donc de type Febreze et autres marques concurrentes, qui permettent, on va dire, de parer au manque de bagages si retard il y a eu. Donc ne faites pas ça trop longtemps. Voilà, quelques jours. Ensuite, pour alléger sa valise, on rappelle que les produits de toilette, en général, ils sont fournis dans les hébergements, donc que ce soit les hôtels ou les ryokan, ou même les logements entiers alloués, comme les appartements ou les maisons. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de problème de peau particulier, ils n'ont pas nécessairement besoin d'emporter avec eux du shampoing, du gel douche. En général, c'est fourni sur place. Concernant le papier toilette, donc c'est une question essentielle, il faut savoir qu'au Japon, il est d'assez mauvaise qualité, c'est-à-dire fin et un peu rêche, parce que les toilettes japonaises Washlet de base, elles fonctionnent à l'eau, donc on se lave à l'eau et on s'essuie pas. Donc j'ai dit, les toilettes japonaises ont du papier toilette à disposition, mais il n'est pas de la même qualité que ce qu'on peut trouver en Europe, c'est-à-dire triple épaisseur, etc. Donc tous ceux qui sont sensibles à cette question et qui veulent retrouver un papier toilette qu'ils ont l'habitude d'avoir, ils peuvent en emporter dans leur valise 1 ou 2 rouleaux qu'ils vont donc dépenser sur place. Donc libérer de la place en enlevant les produits gel douche, etc. Voilà. Pour pouvoir mettre vos 2 rouleaux pour votre voyage. De papier toilette, c'est ça. Et pour rappel aussi, on prévoit un adaptateur au minimum que l'on peut coupler avec un transformateur pour avoir une charge rapide de ces appareils, puisque le voltage est différent au Japon et il est moins rapide. Et dans les hôtels, on peut dire aussi qu'on trouve des prises USB directement pour tous ceux qui ont des appareils qui fonctionnent aussi en prise USB. Ça, c'est également important de rappeler ce besoin de transfo qui peut être utile, puisque vu que la charge va être moins rapide, il y a également les appareils qui vont fonctionner pas à leur maximum ou pas au mieux, notamment pour les personnes qui veulent voyager avec leur sèche-cheveux. Si vous voulez pas vous retrouver avec un sèche-cheveux qui ne sèche pas, eh bien, vous pouvez acheter justement ces transformateurs-là. Oui, ou alors en avoir un directement à l'hôtel. On vient de faire un rapide tour de ce qu'on va mettre dans nos bagages et dans nos valises pour un prochain voyage cette année au Japon. Et maintenant, on va passer un petit peu sur la tenue et les équipements à avoir durant un vol en avion. Donc, on va se baser sur un vol en classe économique, les vols que l'on connaît facilement. Déjà, on rappelle que pour voyager en avion, on s'habille avec des vêtements amples et doux. Donc, on évite la ceinture et les bijoux parce qu'il faut les enlever au passage à la douane et que c'est moins confortable une fois qu'on est assis pendant plus de 10 heures de vol. Pour tous ceux qui sont fragiles des jambes et de la circulation sanguine, on n'oublie pas de prévoir des bas de contention parce qu'une fois en vol, la pression n'est pas la même et ça peut vraiment jouer après sur votre confort et des questions aussi de santé. Donc vraiment les bas de contention pour les personnes sujettes sont indispensables. Et pour le reste, je laisse Charlie aussi nous donner quelques conseils. Oui, après ça va dépendre de votre manière de voyager, mais c'est vrai que par exemple prévoir en amont un petit coussin de cou gonflable, ça peut être vite 3 à 4 euros qui vont être très bien investis pour la qualité de votre voyage, notamment si vous avez sans escale ou en tout cas des trajets très, très longs. Donc ça peut être un coussin de cou, le masque pour les yeux également, les boules caisses, que ce soit rien que pour le bruit de l'avion en lui-même, plus que les passagers à côté. Un deuxième coussin pour les fesses, il y a des compagnies qui vont fournir des petits coussins pour les fesses, pour le dos. C'est peut-être pas suffisant, donc peut-être ramener le vôtre.
également par rapport à la clim ou tout ce qui va être jet d'air au-dessus de nos têtes, prévoir un petit foulard ou un sweat pour la nuit. Même si souvent il y a quand même des couvertures qui sont passées, on peut en réclamer également au personnel. Mais c'est bien d'avoir de son propre équipe. Oui. Question également de toilettes, une fois à l'intérieur de l'avion, ne pas hésiter à prendre des petites lingettes nettoyantes pour bébé par exemple, puisqu'on va se salir, que ce soit les mains ou autre, ou passer 10 heures assis. Ça fait toujours du bien de pouvoir se lever et gambader un peu dans l'avion et se refaire une petite toilette. Notamment que dans les cabines, en fait, il y a la place pour faire ça, ou même sur place en fait, pour se laver le visage par exemple. Et on ne vous conseillera que trop de faire votre petite sélection de musique, de podcasts Kampai par exemple, ou de films même que vous pouvez enregistrer sur vos tablettes, puisque selon la compagnie que vous allez prendre, en fait, on va dire que le choix sur place par vos appareils, en plus je crois que les écouteurs ne sont pas tous compatibles sur les écrans, souvent c'est des fiches un peu particulières. Amenez vos sélections de musique, de films et également un ou deux livres avec vous, quoi. On a carrément le temps de faire tout ça pendant le vol. Oui, vous pouvez emmener les guides pratiques de voyage Kampai, par exemple, si vous voulez potasser votre itinéraire, si vous ne l'avez pas encore fait avant de partir, vous pouvez toujours le faire en vol. Et ce que l'on peut faire aussi pour perdre moins de temps et être plus confort à l'arrivée, c'est de s'enregistrer chez soi 24 heures avant, par exemple, avec le Visit Japan Web. Est-ce que tu peux nous en parler, Marjorie ? Oui, donc l'application Visit Japan Web qui était fortement recommandée d'utiliser quand il y avait encore des restrictions au niveau de la quarantaine et à cause du Covid. Aujourd'hui, elle peut toujours être utilisée, donc ça reste toujours une bonne idée pour passer. En fait, on a encore deux bureaux à passer comme avant, c'est-à-dire l'immigration puis la douane. Et donc l'application Visit Japan Web fonctionne encore pour ces deux bureaux-là. Donc vous enregistrez depuis chez vous, avant de partir, vos informations de vol, vos numéros de passeport et aussi l'adresse d'arrivée, la première adresse dans laquelle vous allez séjourner à votre arrivée, donc soit un hôtel, soit autre adresse. Et vous allez générer donc 2 QR codes qui seront ensuite à présenter à chaque bureau et qui seront scannés donc par les préposés à l'immigration puis à la douane. Ça fonctionne encore. Sinon, vous aurez un papier à remplir qui apparemment aujourd'hui n'est plus donné à bord dans l'avion. Donc en général, il était distribué 1 heure avant la descente. Mais donc il sera à remplir directement à l'aéroport lorsque vous aurez atterri. Et pour rappel, en général, on prend les empreintes sont prises au niveau de l'immigration et ensuite on aura une photo de profil qui sera faite par le préposé à la douane. Et si on vous pose la question de votre but de visite, la plupart du temps, vous pouvez répondre le tourisme et le mot japonais, c'est kanko, si jamais il ne parle pas anglais. À savoir. Voilà. Sinon, pour vous donner un dernier des dernières anecdotes sur un vol en avion vers le Japon aujourd'hui en 2023. Donc, on rappelle que la durée du voyage, elle s'est allongée, donc en raison des conflits internationaux qui existent aujourd'hui. Donc, il faudra faire la paix avec cette durée de voyage en avion qui va s'allonger et encore plus si on a des escales, puisque maintenant tout ne fonctionne pas aussi bien qu'avant le Covid. Il y a encore des couacs, des retards, des escales qui en fait ne s'effectuent pas comme ce qui était proposé, ou alors des fois souvent il y a maintenant des changements de vol au dernier moment. Alors des fois vous en aurez avant votre départ, entre le moment où vous avez réservé votre billet d'avion et le moment où vous allez partir, vous allez peut-être recevoir un message de votre compagnie aérienne comme quoi le trajet que vous avez commandé ne peut plus se faire et ils vous vont proposer des options de remplacement qui seront plus ou moins payantes, ça il faut le savoir. Et puis aussi des fois, lorsque vous allez faire un vol et si vous avez des escales, vous avez aussi un risque que les vols changent au cours du voyage. Pas de panique particulière à avoir parce que une fois sur place, tout va se résoudre. En général, le personnel maintenant il est assez flexible et si tout le monde est civilisé, on trouvera toujours une solution et vous arriverez au Japon sans vraiment trop de problèmes. Voilà, faut faire la paix sur la durée du voyage, accepter les aléas qui vont peut-être arriver et prévoir du coup sur soi un bagage suffisamment complet pour tenir 2-3 jours sans vos bagages en soute ou dans les aéroports au cours de votre vol. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure on conseillait de réserver directement sur la compagnie que vous allez prendre, puisque ça peut faciliter quand même la communication pour les remboursements, pour les appels téléphoniques, etc. Ça peut aller quand même un peu plus vite que de passer par des intermédiaires. Exactement, on va essayer de diminuer le nombre d'intermédiaires parce que les vols aujourd'hui sont
moins certain qu'avant. Donc voilà, en conclusion, votre voyage au Japon va commencer dès le moment où vous allez arriver à l'aéroport et que vous montrez dans l'avion. Exactement. Et donc Marjorie, on conclura là-dessus et je te remercie chaleureusement de ta présence encore aujourd'hui. La fois prochaine, on se retrouvera pour une thématique sur l'hébergement pour notre podcast Voyage. Et en ce qui concerne l'interview menée par Gaël, eh bien, il va échanger avec Sébastien, qui se situe à Osaka. Il est le gérant d'une agence de voyage réceptive au Japon, et donc il va pouvoir nous faire part de son regard personnel et professionnel sur cette destination, notamment puisqu'il y est guide privé en plus de ça. Et lui, il a vu évoluer à la fois le Japon, la société japonaise depuis quand même de nombreuses années, et les touristes également. Eh bien, on vous dit à la prochaine fois. Merci encore de nous avoir écoutés. On vous remercie pour les commentaires que vous nous laissez. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des étoiles en notation sur les plateformes de streaming et de podcast. On vous dit donc à la prochaine fois pour une thématique sur l'hébergement. Au revoir. Au revoir Charlie, merci. Merci Marjorie. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.